mais bienvenue, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce deuxième atelier de la démarche des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Je suis Martin Normand, je suis directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à la CUFC et c'est moi qui ai le privilège d'animer la table ronde et l'atelier d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, on poursuit notre série d'ateliers aujourd'hui, d'ateliers thématiques, avec un atelier consacré à une réflexion sur l'enseignement, la formation et la recherche en contexte francophone minoritaire. Et comme pour les autres ateliers, celui d'aujourd'hui est divisé en 4 blocs. Un premier où on aura les mots de bienvenue des directions de nos organismes hôtes. Une table ronde sur la thématique d'aujourd'hui, l'enseignement, la formation et la recherche, où on aura rassemblé 5 participants que je vous présenterai un peu plus tard. On procédera, comme les autres fois, à une discussion en sous-groupe et à une séance plénière pour clore l'atelier d'aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par donner la parole à Lynn Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. À toi, Lynn. Merci beaucoup, Martin, de cette introduction et bienvenue à tous et à toutes à ce deuxième atelier de notre démarche des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Donc, c'est sur les professeurs et les chercheurs que repose une des principales missions des établissements secondaires, c'est-à-dire l'enseignement et la formation. Les professeurs et les chercheurs jouent un rôle incontournable dans la production, dans la diffusion et la mobilisation des connaissances, notamment en français. Donc, ils et elles rencontrent de nombreux obstacles pour bien remplir ce rôle, ce que nous permettra de mettre en lumière cet atelier d'aujourd'hui. Donc, je nous souhaite une bonne discussion. Merci beaucoup, Lynn. Et je passe maintenant la parole à Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. À toi, Alain. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Ça avance bien, les États généraux. Je vois plusieurs personnes qui ont participé aux ateliers précédents. Alors, merci d'être là, merci d'être fidèles au rendez-vous. Au nom de la FCFA et de nos 20 organismes membres à travers le pays, je vous souhaite la bienvenue. Les États généraux, on est là pour établir une série de priorités, je vous dirais, de réflexion sur l'avenir de nos établissements postsecondaires, du rôle de la recherche et de l'enseignement postsecondaire dans le développement des communautés francophones acadiennes. Donc, aujourd'hui, je vous invite, comme on a fait par le passé, à rêver grand, à nous dire quels sont les besoins du milieu de la recherche en français, du milieu de l'enseignement aussi. Et quelles sont vos aspirations, que vous soyez des chercheurs, que vous soyez des membres de la communauté ou des administrateurs postsecondaires? Qu'est-ce qu'on se souhaite collectivement pour les prochaines années et quel type d'appui avons-nous besoin pour aller encore plus loin? Sur le plan communautaire, nous, nos organismes, on travaille beaucoup avec les chercheurs. Vous nous permettez de réfléchir à l'avenir, de mettre vos recherches en application pour lorsqu'on fait des revendications, lorsqu'on réfléchit l'avenir de nos communautés. L'accès à des données probantes, c'est super important et s'assurer qu'on ait ces liens-là avec nos chercheurs francophones et francophiles dans tous les domaines, bien c'est essentiel. Alors, cette connexion-là entre la communauté et le milieu de la recherche, elle doit se renforcer dans les années à venir. Et j'ai très hâte de vous entendre pour ce que vous attendez pour l'avenir de ce domaine-là. Donc, allons-y ensemble et au plaisir de poursuivre la conversation avec vous. Merci. Merci beaucoup, Alain. Avant de procéder avec la table ronde, je voudrais juste faire quelques remerciements. Alain le soulignait, je dois vous remercier aussi, vous tous, d'être parmi nous aujourd'hui. C'est le 3e événement qu'on organise dans la démarche des États généraux et pour chacun, on a franchi le cap des 100 inscriptions. Donc, on voit bien l'engouement pour les événements qu'on organise. Donc, merci à vous tous d'être avec nous. Je veux remercier encore une fois les 4 rapporteurs spéciaux qui nous accompagnent dans la démarche, les rapporteurs spéciaux qui participent aux ateliers, qui prennent des notes et qui pourront intervenir dans le cadre du sommet en mars. Donc, je voudrais remercier encore une fois Mélanie Quickla, membre du CA du réseau des cégeps et collèges francophones du Canada, Serge Quinté de la FCFA, Laura Pelletier de la CFAS et Martin Kreiner de la
Fédération de la jeunesse canadienne-française. Je veux aussi remercier les partenaires de diffusion et ceux qui nous ont aidés dans le recrutement des participants pour la table ronde aujourd'hui, notamment dans ce cas-ci, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, l'Université de Hearst et l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université. Donc, merci à vous tous. On peut maintenant passer à la partie table ronde de l'atelier, table ronde sur l'enseignement, la formation et la recherche en contexte francophone minoritaire. Donc, comme on le disait, une grande part de l'activité des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire repose sur le corps professoral. Il remplit notamment des fonctions incontournables en matière d'enseignement, de formation, de recherche et de vulgarisation auprès de divers publics. Aussi, il veille à maintenir un engagement de conserver un lien avec les communautés francophones. Mais le corps professoral rencontre aussi de nombreux défis qui compliquent ses efforts incessants en vue de remplir des fonctions à la hauteur de ses ambitions. Les défis peuvent relever notamment de la charge d'enseignement, de l'accès au matériel pédagogique, du financement équitable de la recherche en français, de la formation continue du corps professoral et de la reconnaissance de l'engagement dans la collectivité. Cet atelier vise donc à faire état de ces défis et à trouver les outils dont le corps professoral a besoin pour poursuivre sa mission fondamentale. Et donc, pour réfléchir à comment veiller à ce que le corps professoral puisse continuer à remplir ses fonctions essentielles, on a rassemblé 5 intervenants d'horizons divers. D'abord, Yvette Bérubé, professeure au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Sophie Dallaire et Jean-Pierre Bergevin de l'Université de Hearst, Rémi Légère de l'Université Simon Fraser et Nathalie Méthode, directrice du Bureau de la recherche et de l'innovation au Collège La Cité. Je les remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à partager leur expérience avec nous dans le cadre de cette table ronde. À tour de rôle, chacun des intervenants répondra à quelques questions et à la fin de la table ronde, si le temps le permet, je vais relayer 1 ou 2 questions qui peuvent avoir été posées dans la boîte de clavardage. Donc, je vous invite à continuer à l'utiliser pour y corriger certains de vos commentaires ou de vos questions. Les participants savent déjà le temps qui leur est imparti pour répondre aux questions, mais je les aviserai au cas où ils déborderaient du temps qui leur est réservé. Donc, encore une fois, merci à vous 5. Donc, entrons dans le vif du sujet et à chacun d'entre vous, je vous pose la question à savoir quel est le contexte dans lequel vous évoluez et quels sont les défis que vous rencontrez dans la réalisation de vos tâches, soit en enseignement, soit en recherche. Et donc, je vais commencer avec Yvette Bérubé. Merci Martin et bonjour à tous et toutes. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, c'est ma première et j'étais très excitée de vous rencontrer, donc je salue tout le monde. Et je vais commencer pour vous donner le contexte. Donc moi, je me retrouve, je suis enseignante dans le programme Affaires, 2 options ici, comptabilité et administration. Ça fait 12 ans, j'entame ma 13e année au sein du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. J'enseigne dans la ville de Bathurst, donc au nord-est de la province du Nouveau-Brunswick. Et ma charge, fameuse charge de tous et toutes personnes qui sont dans l'enseignement, mais c'est certain que c'est un défi. Cette session d'automne, j'ai 21 heures de cours sur 26 possibilités de cours au total. Donc, je ne tourne pas les pouces, mais en fait, c'est un défi pour essayer d'apporter un enseignement de qualité. Puis, en plus d'être dans un collège communautaire, on le dit bien dans le titre communautaire, je pense que c'était Martin qui avait fait référence que oui, on est là pour appuyer les communautés et ainsi de suite, surtout dans des milieux minoritaires francophones, c'est très important, puis même, pensez-y bien que si ta communauté n'est pas là pour te supporter et vice-versa, ça fait une problématique pour les futurs emplois pour nos étudiants. Donc, ça devient quand même un défi, en plus de la charge d'enseignement, d'essayer de créer ces liens-là avec certainement des entreprises et des directeurs d'entreprises ainsi qu'au gouvernement, par exemple.
Donc, moi, je vois ça, oui, en enseignement, c'est un défi avec la charge, mais d'aller faire des activités, soit de réseautage, ainsi que des activités à l'extérieur de la salle de classe. Et vous le voyez bien en arrière de moi, j'ai mon enseigne fièrement du club business, qu'on est vraiment actif. Et pandémie, ça donne un défi, c'est certain, mais aussi le manque de temps pour vraiment mousser la file entrepreneuriale de nos étudiants. Quand tu n'as pas de temps, tu les rencontres sur les heures de dîner, et ainsi de suite. Donc, ça devient un défi. De l'autre côté, je me suis aperçue dans les dernières années, les ressources pour les cours que j'enseigne. J'enseigne des cours d'analyse, soit des études de cas, pour des études ou des mises en situation pour des cas qui touchent la gestion du personnel, le roulement des côtés secteur comptabilité, mettons. En français, au Nouveau-Brunswick, c'est très dur d'avoir des mises en situation, des études de cas d'entreprises canadiennes, plutôt néo-brunswickoises, ça serait même plus bon. Qu'à un moment donné, l'année passée, je me suis retrouvée les manches, j'ai dit, bon, ben, je fais toujours des mieux, je vais aller voir nos cousins et cousines sur le bord de la frontière aux États-Unis. Et j'ai trouvé quelque chose que j'ai été joliment surpris que Harvard Business Publishing Education avait une mine d'or d'études de cas qui était, oui, aussi en français. Donc, je me suis posé la question, on est au Canada, on est dans la province bilingue et j'ai des difficultés de trouver ces ressources-là à l'intérieur, non seulement de ma province, mais au niveau du Canada. Oui, je pourrais aller frapper à une porte, HEC, l'Université de Laval, mais il y a des coûts associés à ça. Et les coûts étaient un petit peu plus élevés que ce que je pouvais l'avoir à l'intérieur de Harvard. Ça fait un petit peu un tour. C'est sûr et certain que la charge de cours ne me permet pas nécessairement de prendre du temps pour aller chercher des conférenciers. Et les conférenciers encore pour les ateliers et tout, ils ont la facilité de changer dans la langue de Shakespeare, c'est plus facile. Puis, c'est là que je me retrouve qu'il y a des défis à ce niveau-là pour aller chercher des conférenciers quand même renommés dans la langue française à l'intérieur de notre province. Ça fait le tour un peu des défis de mon côté. Merci beaucoup, Yvette. Je vais passer la parole maintenant à Sophie Dallaire. Merci, Martin. Bonjour à tous et à toutes. Sophie Dallaire ici. J'ai débuté mon parcours professionnel comme chargée de cours à l'UDH il y a maintenant 25 ans et j'ai occupé à peu près tous les postes depuis. Coordonnatrice de campus, professeure d'administration des affaires, vice-rectrice, rectrice intérimaire et maintenant, je dirige l'Institut de recherche Innovanor, celui-ci affilié à l'université en même temps que j'agis à titre de coordonnatrice CNFS. La raison pour laquelle j'ose prendre du temps d'antenne pour relater mon parcours, c'est que ça témoigne de la nature même et des réalités des plus petits établissements comme le nôtre. Ça parle fort de comment se vivent les choses chez nous. Difficile de devenir des spécialistes au sein de nos petits établissements en contexte minoritaire francophone et éloignés des grands centres. On doit plutôt se faire bon généraliste, polyvalent, souple, éclectique. Et je vous dirais que c'est d'abord et avant tout cette façon de voir les choses, cette façon d'être et même cette façon de concevoir nos programmes et nos services qui a permis à l'Université de Hearst de demeurer à l'avant-garde et d'éviter de se retrouver au creux de la vague. Le contexte dans lequel évolue l'Université de Hearst est extrêmement dynamique et mouvant. En 2011, le recteur sortant, M. Raymond Tremblay, nous invitait à une réflexion collective afin d'imaginer des stratégies qui permettraient d'augmenter les inscriptions, essentiellement pour deux raisons. D'abord, pour rendre l'expérience en salle de classe plus enrichissante pour notre clientèle et nos professeurs, mais aussi pour améliorer la rentabilité organisationnelle et donc assurer la pérennité des services. L'Université de Hearst s'est alors engagée dans une profonde transformation qui s'est révélée être à l'avant-garde dans le milieu universitaire et dont les principaux axes sont l'apprentissage expérientiel, l'interdisciplinarité, l'internationalisation
et le mode de prestation en bloc. L'obtention de la charte vient maintenant marquer un jalon extrêmement important pour l'UDH qui, même si elle offre des programmes universitaires depuis plus de 60 ans, aura maintenant les moyens de ses ambitions et de ses aspirations en devenant une université par et pour entièrement autonome. Loin de nous, toutefois, la prétention que notre établissement échappe à la fragilité du postsecondaire en français. D'autres éléments contextuels de notre établissement qui peuvent nous être favorables à certains égards, mais qui contribuent à en augmenter la précarité à d'autres égards sont le nombre limité de programmes d'études, notre position géographique excentrée, la diminution du bassin de clientèle locale et donc une population de moins en moins nombreuse et toujours dispersée sur un vaste territoire, proportion grandissante de clientèle en provenance de l'international, priorité accordée à l'enseignement, ancrage fort dans la communauté. Je passe maintenant la parole à mon collègue Jean-Pierre qui va vous parler des défis que vivent les profs et les chercheurs à l'Université de Hearst dans ce contexte. Merci, Sophie. Pour donner suite, moi, mon nom, c'est Jean-Pierre Bergevin. Je suis psychologue et professeur de psychologie depuis bon nombre d'années à l'Université de Hearst, même au moment où ça s'appelait Collège universitaire de Hearst. Un peu de contexte par rapport à notre réalité. 3 petites choses que je veux dire avant de parler des défis. C'est l'Université de Hearst est une toute petite institution. Donc, on est toujours très fragile au niveau de notre financement. Il faut toujours chercher des fonds de tiroir un peu partout pour arriver. Deuxièmement, on est excentré. Un beau mot pour dire qu'on est très loin des grands centres. Certaines seraient assez méchants pour dire qu'on est dans le bois, ce qui n'est pas faux. Et troisièmement, on est francophone. Alors, voilà, les défis qu'on a s'organisent toujours autour de ça. À l'Université de Hearst, on a un souci tout de même particulier, c'est notre pédagogie, c'est l'enseignement. On est une institution d'enseignement de premier cycle particulièrement. Je vous parlerai plus tard de notre aventure vers le 2e cycle. Mais notre souci a toujours été d'essayer d'assurer un bassin de professeurs à plein temps. Ce qui veut dire que compte tenu de nos finances limitées, notre personnel n'est jamais en surplus. Alors, un des défis que nos professeurs rencontrent souvent, c'est qu'on est pris continuellement pour répondre aux exigences de nos programmes de préparer de nouveaux cours. Ce qui fait en sorte que nos professeurs sont surchargés au niveau de l'enseignement. Et on a dit tantôt, l'enseignement pour nous, c'est la priorité. Évidemment, un autre défi qui est relié à l'enseignement, c'est l'accès limité à des ressources pédagogiques. Comme Yvette l'a mentionné tantôt, on vit un peu les mêmes défis. Et moi, tout particulièrement en psychologie, je pourrais vous dire que dans l'enseignement de la psychologie, on est continuellement confronté à des manuels anglais. Et quand c'est des manuels français, ils sont souvent des versions abrégées et des éditions très, très québécoises, ce qui reflète très, très peu la réalité des Franco-ontariens et des Franco at large au Canada. Autre défi pour les professeurs, c'est qu'on travaille beaucoup avec l'accueil d'une clientèle de plus en plus diversifiée, qui ne sont pas formés tout à fait toujours au même niveau, ce qui fait en sorte qu'on est souvent obligé de développer des programmes d'appui pour nos étudiants pour l'apprentissage. J'y vais rapidement, je m'excuse, mais je vois le temps passer. Je voudrais quand même dire quelques mots par rapport à la recherche. C'est clair que pour nous, à l'Université de Hearst, la priorité, c'est l'enseignement et les méthodes pédagogiques, mais c'est clair qu'on essaie d'encourager le plus possible nos professeurs qui sont intéressés par la recherche. Et j'ai l'impression qu'on va finir par avoir des défis communs, ça c'est bien clair, mais nos professeurs ici à l'université doivent consacrer 60% de leur tâche à l'enseignement, 20% à la recherche. Alors, c'est un défi pour les personnes qui veulent faire plus de recherche, d'en faire de façon active. C'est évidemment, comme il a été mentionné par Yvette, publié en anglais est devenu souvent, pour plusieurs universités en Ontario, en tout cas les universités qui disent qu'ils sont francophones et qui sont en partie, sont très, très souvent tentées par la publication en anglais. Pourquoi? Parce que publication en français, peu de diffusion. Souvent, les gens qui prennent des décisions pour accorder des fonds, c'est des gens qui comprennent mal notre réalité de franco. Alors, à ce moment-là, ça devient difficile pour ces personnes-là d'obtenir des fonds de recherche.
Et je termine en disant aussi, je m'excuse de la brièveté de ma présentation, là, mais clairement, comme on est un enseignement de premier cycle principalement, on n'a pas accès pour les personnes qui font de la recherche à des assistants de recherche. C'est très difficile, mais je veux quand même vous dire que la recherche, la formation de recherche ne commence pas nécessairement à la maîtrise et au doctorat. On forme quand même nos étudiants à faire de la recherche et il s'est avéré, le témoignage de mes collègues qui font de la recherche, que plusieurs étudiants et étudiantes du premier cycle rendus en troisième et en quatrième année, après avoir eu des cours de recherche, des cours en statistique, peuvent devenir des bons assistants malgré le fait qu'ils ont une expérience limitée. Alors, voilà, Martin, si j'ai respecté le temps, c'est bref, mais il y a d'autres défis, mais c'est les principaux. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ce que vous dites me fait penser à ma propre expérience où moi, dans mon parcours, une professeure m'a identifié comme ayant un potentiel en recherche dès le bac et qui m'a encadré et qui m'a permis après ça de passer aux études supérieures. Donc, ça peut être aussi une voie à considérer. Vous parliez du fait d'être excentré, d'être éloigné des grands centres, mais on peut aussi être isolé et dans un grand centre. Et la situation de Rémi Légère me fait penser un peu à ça. Donc, Rémi, si tu veux aussi nous partager un peu ton expérience et ton contexte. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Je m'appelle Rémi Légère, je suis professeur au département de sciences politiques à l'université Simon Fraser, ou plutôt à la Simon Fraser University. Mon département de sciences politiques comprend 22 professeurs, dont 3 professeurs qui enseignent en français, c'est-à-dire qui enseignent des cours de sciences politiques en français. C'est que mon département héberge ce qui se nomme le programme en affaires publiques et internationales, un programme qui est livré principalement en français, ce que les gens chez nous, les gens à Simon Fraser University, nomment le French Cohort Program. Notre travail à SFU est appuyé par le Bureau des affaires francophones et francophiles, le BAF qui est membre de l'ACUFC notamment. Mais ce bureau n'est pas une faculté ni un département, contrairement à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta ou même à la cité universitaire à l'Université de Regina. Le bureau est un bureau, c'est-à-dire une unité administrative qui travaille avec des facultés et les départements au sein de la grande université de Simon Fraser afin de livrer des programmes et des cours en français. Avant de parler de certains des défis, parce que j'ai l'impression, en parlant de défis, on a l'impression que le verre est à moitié vide, mais je tiens à vous dire que la création de programme dans lequel je travaille à SFU et plus généralement la création du Bureau des affaires francophones à SFU il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. C'est un projet, je dirais que c'est un projet politique que je considère louable et auquel je suis très fier d'appartenir. Donc, cela dit, quelques défis dans mon contexte pour ce qui en est de faire de la recherche, notamment en français. Et je vous dirais que mes principaux défis se situent sur le plan de la recherche. Sur le plan de l'enseignement, mes collègues et moi, et Jean-Pierre l'a évoqué un peu plus tôt, avons par le passé rencontré certains défis liés à un manque de ressources, c'est-à-dire un manque de manuels de cours adaptés pour nos étudiants francophones hors Québec. Mais c'est un défi que nous avons réussi à surmonter, je pense, et je pourrais y revenir un peu plus tard aujourd'hui durant l'atelier. Mais pour ce qui en est de la recherche, un premier défi, et Martin Normand y faisait déjà référence, concerne l'isolement. Vancouver, c'est certainement une grande ville, c'est une belle dynamique, mais il reste que tous mes collègues, à peu près, sont de l'autre bord des Rocheuses. Et Vancouver, c'est beau, mais c'est loin. Et c'est notamment loin d'Ottawa ou de Montréal, où sont beaucoup des collègues qui travaillent sur la francophonie canadienne, qui s'intéressent aux questions auxquelles moi aussi je m'intéresse. Un deuxième défi concerne la valorisation de ma recherche. Mes collègues, je le disais, je suis dans un département de 22 professeurs. Nous sommes 3 de 22 qui enseignent en français. Mes collègues anglophones ne connaissent pas du tout le monde universitaire francophone. Ces instituts de recherche,
ses chercheurs, ses approches qui sont parfois distinctes, ses revues. Quelques-uns de mes collègues trouvent que ce qui n'est pas publié en anglais, ce n'est pas sérieux. Mais pour la plupart, ce n'est pas du mépris, c'est plutôt une méconnaissance du monde universitaire francophone. Et un troisième et dernier défi que je vais mentionner concerne, et ça a déjà été évoqué un peu plus tôt par d'autres, concerne le recrutement d'assistantes recherche, notamment au niveau gradué. J'ai réussi à recruter plusieurs étudiants au bac et je pense qu'on peut s'adapter, on peut adapter les tâches aux habiletés des étudiants au bac. Mais pour ceux qui en est des étudiants gradués, disons que ce n'est pas facile de convaincre un étudiant ou une étudiante de venir faire une maîtrise ou un doctorat sur la francophonie canadienne en anglais à l'Université Simon Fraser. Et donc, je travaille beaucoup avec des étudiants au bac. Je pense qu'il y a des beaux bénéfices. Je pense que les étudiants au bac, on peut les amener à faire des belles choses avec nous, mais il reste qu'ils ne sont pas au même niveau que l'étudiant à la maîtrise ou l'étudiant au doctorat. Et donc, merci et je m'arrête là-dessus pour l'instant. Merci beaucoup, Rémi. Et je vais passer la parole à Nathalie Méthode, qui, dans votre cas, Nathalie, on va parler beaucoup plus de la recherche au collégial que de l'enseignement, mais ça va nous amener une lentille tout à fait différente de ce qu'on vient d'aborder. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici, moi aussi, aujourd'hui. Donc, peut-être prendre une minute ou deux pour vous mettre en contexte la recherche au collégial. Donc, c'est très récent, c'est dans les 15 dernières années que le gouvernement fédéral a ouvert des programmes de recherche, de financement de la recherche spécifiquement au collège. Donc, depuis, il y a eu un essor considérable dans plusieurs collèges au Canada. Les collèges se concentrent davantage sur la recherche appliquée technologique, donc développement de prototypes, amélioration de produits qui ont des portées commerciales. Il y a aussi l'aspect innovation sociale qui, toutefois, le financement est beaucoup plus limité, donc c'est un défi pour tout le monde. Fait que les défis dont je vais vous parler en recherche au collégial ne sont pas nécessairement exclusifs aux francophones. Ce sont des défis que tous les collèges vivent en ce moment. Donc, le premier, c'est le développement de la capacité en recherche. Donc, il faut comprendre que nous, par exemple, au Collège La Cité, en 2009, on n'avait pas de bureau de recherche, on n'avait pas de chercheurs, on n'avait aucune activité en recherche et il a fallu tout mettre sur pied. Donc, une structure de postes, embaucher des gens, développer des laboratoires, des installations de recherche, obtenir des subventions, aller recruter des clients. Donc, c'est un travail considérable. Puis, on rajoute à ça respect des pratiques de conduite responsable, la gestion de la propriété intellectuelle. Maintenant, on nous demande de se concentrer sur la gestion des données en recherche. Donc, c'est un défi de taille. Alors, il y a des collèges qui ont réussi, qui sont rendus très, très performants. Si vous regardez le classement des revenus en recherche, vous allez voir qu'il y a certains collèges au Canada qui se positionnent très, très bien, notamment au Québec, parce que le Québec finance, la province finance les initiatives de recherche appliquées au collégial, ce qui est très peu le cas ailleurs au Canada et ce qui est pratiquement inexistant en Ontario en ce moment. Par contre, il y a des collèges qui n'ont pas encore développé leur capacité, qui sont encore dans les premières étapes. Et c'est difficile pour eux parce que quand arrive le temps d'une compétition, programme de financement, bien, ceux qui sont déjà bons à rédiger des demandes, puis qui ont déjà fait beaucoup de projets, ils ont établi des centres, se divisent le gâteau, tandis que ceux qui sont vraiment au balbutiement ont de la difficulté. Fait que c'est une difficulté des petits collèges, mais comme je disais, ce n'était pas nécessairement les francophones. L'autre défi que tous les collèges vivent, c'est le soutien à la recherche. J'ai mentionné au niveau de l'infrastructure de recherche, les comités d'éthique, toute cette infrastructure-là. Les universités reçoivent des fonds, les fonds indirects, des coûts indirects de recherche. Les collèges n'ont pas accès à ces fonds-là, donc doivent gratter dans chacun des projets des frais d'administration pour structurer toutes ces questions-là.
Alors ça, c'est un très, très grand défi partout. Et aussi faire connaître la recherche appliquée, c'est encore méconnu et on veut aussi la rendre pérenne. C'est beau d'obtenir des subventions, on embauche des gens, on crée des équipes, mais si la subvention dure 5 ans, qu'est-ce qui se passe après? Alors, il n'y a pas nécessairement de vision à long terme de comment on va rendre pérennes nos initiatives. Puis ça, c'est une question importante sur laquelle on doit se pencher. L'autre défi, c'est la participation des professeurs. Vous avez mentionné, d'autres personnes ont mentionné que la priorité, c'est l'enseignement. Bien, c'est le cas pour les collèges. Vous vous doutez bien. Quand on demande à un professeur de laisser un cours de côté qui va être embauché par un personnel à temps partiel, bien, c'est comme si on lui demandait de donner un petit bébé en adoption. C'est difficile. Je le sais parce que j'ai déjà vécu, j'ai déjà été professeur. C'est de trouver l'équilibre entre la participation à l'enseignement, à la recherche. C'est un défi que les collèges vivent. Puis aussi d'incorporer des projets de recherche en salle de classe parce que le modèle qui est souvent utilisé, c'est qu'on embauche les étudiants à l'extérieur de la classe pour travailler sur les projets. Mais on veut rendre ça un peu plus démocratique, que tout le monde puisse avoir accès. Donc, trouver une façon d'incorporer les projets avec les curriculums d'enseignement. Un autre défi. Vous me dites si je dépasse mon temps, est-ce que ça va encore? On pourrait conclure sur celui-là, puis on reviendra sur les défis à surmonter encore et les moyens dont on pourrait se doter pour les surmonter. On pourra compléter à ce moment-là. Ça vous va? Parfait. Parfait, merci. Bien, justement, la prochaine question, c'est comme professeur, comme chercheur, comme administrateur, on a aussi une capacité d'agir pour essayer d'améliorer la situation dans laquelle on évolue. Donc, dans ce contexte-là, quelles sont les stratégies que vous-même vous avez déployées pour surmonter certains de ces défis-là? C'est intéressant de voir dans vos contextes particuliers très différents comment, à partir des ressources dont vous disposez, vous déployez ces stratégies-là. Donc, je vais commencer avec Jean-Pierre, s'il vous plaît. Merci. Nathalie, je t'écoute parler, puis je me dis, je retrouve toutes sortes des préoccupations qui sont tout à fait communes. Ma présentation, je vais parler de l'enseignement, puis j'avais prévu parler de l'enseignement d'abord, mais je pense que je vais dire comme on dit, je vais faire du pouce sur ce que Nathalie a dit. Je vais commencer par la recherche. À l'Université de Hearst, je vous ai dit tantôt, on est une institution principalement d'enseignement d'études de premier cycle universitaire. Et c'est clair que, étant donné la priorité qu'on accorde à l'enseignement et à la formation, les chercheurs, les professeurs intéressés par la recherche ont des défis particuliers à surmonter. Le premier, c'est que la charge d'enseignement doit toujours être respectée. C'est difficile pour nous, compte tenu du peu de ressources humaines professorales qu'on a, de dégraver des professeurs pour faire de la recherche de façon plus approfondie, ce qui est souvent le cas dans des grandes universités où on peut le faire. Mais une chose, c'est que notre grande transformation de 2014, que Sophie a fait allusion tantôt, on a adopté le format d'enseignement en bloc, ce qui veut dire que maintenant, les enseignants, les étudiantes suivent un cours à la fois pendant une période de 3 semaines. Donc, au lieu de faire 5 cours de 3 crédits de front pendant un semestre, on y va cours par cours à coup de 3 semaines. Alors, il y a toutes sortes d'avantages pour ça pour les étudiants, j'en parlerai tantôt, mais pour les professeurs qui sont intéressés à la recherche aussi, ça leur permet parfois, quand ils ont des blocs regroupés, ça libère plus de temps pour se consacrer à plus long terme à la recherche. Alors, pour eux, pour ces personnes-là, c'est un avantage, c'est clair. Ce n'est pas le meilleur des avantages, mais c'en est un. Un deuxième que je voudrais mentionner aussi, puis je suis très conscient de ça parce que j'ai des collègues ici qui font de la recherche, mais qui, pour en faire de façon plus importante, se sont associés à des chercheurs d'autres établissements, en particulier avec l'Université d'Ottawa. Ça aide énormément. Donc, le pooling, si on veut, la mise en commun de nos ressources. Donc, il y a énormément de collaboration qui se fait avec des chercheurs venant d'autres institutions. Et ça, à mon avis, il faut encourager ça le plus possible. Dernier point par rapport à la recherche, Sophie tantôt a mentionné qu'elle est directrice du centre Innovanor.
Dans le Centre Innovanor, il y a une branche de recherche, puis c'est beaucoup, beaucoup des recherches appliquées, comme tu parlais, Nathalie. Et ça, à l'université, nous avons besoin de donner le plus d'importance à ça. La recherche fondamentale reste importante, il n'y a aucun doute. Mais puis au Québec, on appelait ça autrefois, je ne sais pas si on appelle ça encore des recherches-actions. Ça c'est, quand tu parlais tantôt, Nathalie, d'innovation sociale, ben oui, justement, on a besoin des recherches-actions, des recherches sur le terrain, des études de cas, et il faut encourager ça. Puis à l'Université de Hearst, le groupe Innovanor s'intéresse beaucoup à ça et nous avons à notre crédit, depuis même 3 ans seulement, un nombre important de recherches qui ont été effectuées pour venir en aide aux communautés. Surtout quand on vit en milieu excentré, les communautés doivent être vivantes, il faut mettre ensemble nos ressources. Et l'Université de Hearst s'efforce énormément, par le biais d'Innovanor, de s'associer à des initiatives de développement communautaire à travers la recherche-action. Alors, voilà pour ce qui est de la recherche. Pour ce qui est de l'enseignement et la formation. Peut-être juste rapidement, Jean-Pierre, pour une minute peut-être sur l'enseignement. Ben, écoute, notre transformation en 2014 a fait en sorte que nous avons dû reconfigurer certains programmes, ce qui a permis de garder des professeurs en sociologie, en études françaises, en géographie, pour lesquels les inscriptions étaient faibles. On a formé une unité d'enseignement qui est interdisciplinaire. Les programmes de psychologie et d'administration des affaires, je mentionne une chose qui est la plus importante, c'est que nous avons instauré au niveau du bac des stages de formation en milieu de travail. C'est requis dans tous les programmes et les étudiants, donc au lieu d'attendre d'être rendus au 2e cycle pour donner aux étudiantes la possibilité de faire des stages en milieu de travail, nous avons élaboré, puis c'est un total d'environ 9, ça peut aller jusqu'à 12 crédits que les étudiants peuvent faire dans un bac en milieu de travail. Ça s'avère des expériences qui sont tout à fait importantes pour les étudiants, surtout au 1er cycle. Ah, voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Rémi, vous aviez fait allusion tantôt à quelques solutions que vous aviez développées à l'interne. Je ne sais pas si vous alliez élaborer sur celle-là en présentant les façons dont vont surmonter vos défis. Oui, merci Martin. Donc, 1 minute sur l'enseignement, 1 minute sur la recherche. Côté enseignement, mais je le disais un peu plus tôt, mes collègues et moi, on a réalisé que nous étions tous confrontés finalement au même défi. Et ce défi-là, c'est l'absence de manuels de cours adaptés pour les étudiants francophones hors Québec. Ouais. Au Canada, les manuels de sciences politiques rédigés en français sont généralement centrés sur le Québec. Et donc, à chaque chapitre, il y a la moitié du chapitre qui porte sur le Québec. Ça qui n'est pas nécessairement inintéressant, mais à chaque semaine, de devoir se taper 4000 mots, 5000 mots sur le Québec, qui compare le Québec avec le Canada, ça vient un peu redondant lorsqu'on est à 4000 km du Québec. Et donc, on s'est tourné vers des manuels européens, certains qui sont bons, manuels belges, manuels français, mais tous les exemples, toutes les études de cas sont de la France ou de la Belgique. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a décidé de créer notre propre manuel. On a recruté 33 collègues basés dans plus d'une douzaine d'universités, surtout au Canada, quelques collègues à l'international aussi. Et donc, ces 33 collègues ont rédigé 25 chapitres de 5000 mots chacun. Et le public cible de ce manuel et chacun des chapitres qui ont été rédigés par nos collègues, c'était des francophones en milieu minoritaire à l'extérieur du Québec. Donc, on parle de politique canadienne, on parle de politique internationale, mais le focus n'est pas sur le Québec. Et à SFU, chez nous, dans notre programme, ce manuel accompagne nos étudiants dans 4 cours de sciences politiques et 1 cours d'histoire. Comme c'est un manuel de 25 chapitres, clairement, on ne va pas demander à un étudiant de lire 25 chapitres dans un cours de 12 semaines. Donc, on se répartit les chapitres dans différents cours selon les thématiques de nos cours. Et donc, le manuel a été publié, s'intitule « Le Canada dans le monde » et a été publié en 2019 aux presses de l'Université de Montréal. Rapidement, côté recherche, pour contrer l'isolement, premièrement, la plupart de mes projets de recherche sont en collaboration.
Et je pense que c'est Jean-Pierre qui faisait référence, comment des collègues de Hearst travaillent avec des collègues d'Ottawa. J'ai un peu la même stratégie finalement, c'est que je collabore avec des collègues dans différentes universités sur des projets. Et donc, on se sent moins seul lorsqu'on travaille ensemble sur nos affaires. En termes d'assistante recherche, j'ai embauché 8 étudiants au bac depuis 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis à Simon Fraser. Et j'adapte les tâches demandées à leurs habilités, à leur niveau. Mais je pense que je me suis amélioré au fil du temps. Au début, j'étais peut-être plus ambitieux, trop ambitieux, ça que je leur demandais. Mais au fil du temps, je me suis adapté, puis finalement, le résultat est bon. Un de ces étudiants a continué son parcours chez nous à la maîtrise. Et en fait, nous avons publié ensemble, cet ancien étudiant et moi, donc cet étudiant qui a maintenant fini sa maîtrise chez nous. Et finalement, j'ai réussi à recruter un nouvel étudiant au doctorat depuis quelques mois qui est rentré dans notre programme en septembre. C'est un finissant du campus Saint-Jean à Edmonton. Et sérieux, ça me réchauffe le cœur de pouvoir collaborer avec un collègue et un co-auteur qui est sur place et qui va être sur place pour les quelques prochaines années. Merci beaucoup, Rémi. Nathalie, vous faisiez allusion à plusieurs de vos défis pour mener à terme de la recherche collégiale. Avec le temps, vous avez aussi développé, j'imagine, des stratégies pour que votre bureau se déploie lui aussi. Oui, en effet. Donc, au niveau des fonds de soutien qui sont limités, on a une approche lean. Je ne sais pas si c'est une solution, une stratégie, mais aussi des collaborations. On s'allie avec d'autres institutions pour développer des outils, des approches. On se partage nos gabarits de politique. On est très unis dans le développement de cette capacité-là en recherche, puis on ne fait pas ça en vase clos. C'est ça qui nous sauve dans le fond. Puis ce n'est pas limité non plus aux francophones. On a des collaborations avec les anglophones, donc c'est une approche collégiale, si je peux utiliser le mot. Tantôt, dans les défis, je n'ai pas parlé de recrutement, mais c'est notre défi. Je pense que c'est le défi universel maintenant. Surtout en Ottawa, francophone, la cité, on n'est pas nécessairement très connu. Puis en plus, quand c'est des disciplines très, très pointues, comme par exemple en intelligence artificielle, en ce moment, on cherche des personnes qui ont cette expertise-là. Et donc, la solution, c'est on embauche nos anciens étudiants. Donc, aussitôt qu'ils graduent, on les garde chez nous. Puis aussi, on travaille avec des gens à temps partiel. C'est qu'on n'a pas nécessairement le moyen d'avoir des temps pleins dans des postes spécifiques. On recrute des gens qui sont prêts à mettre 10 heures par semaine, 5 heures par semaine, sont dans l'industrie, puis ils viennent nous aider. Puis par rapport aux ressources disponibles en français, là, ça a été dit, nous aussi, on développe nos propres outils parce que souvent, ce qui existe n'est pas adapté. Et puis encore là, on collabore avec d'autres pour créer des outils qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Merci, Nathalie. J'imagine, Yvette, que vous vous reconnaissez dans certains des défis et des solutions qui sont développés à la Cité collégiale. Au Collège de la Cité, il doit y avoir des similitudes aussi au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Oui, certainement, et je me rapproche beaucoup à ce que Nathalie dit. Je prends des notes. Je n'ai pas les courriels encore, mais là, j'ai des visages et des noms. Je ne suis pas gênée d'aller frapper à une porte. Ça se peut qu'on va s'échanger des courriels de temps à autre. C'est à mon tour, c'est ça, Martin? Oui, oui, oui. Au niveau de mon côté, la stratégie, si vous voulez, que j'ai utilisée pour contrer différents défis, entre autres, le manque de temps pour vraiment apporter une valeur ajoutée. Je parlais avec une de mes collègues la semaine passée, puis je disais, on a une coop qui s'en vient en janvier, c'est comme une première dans notre département. Je trouve que c'était une très bonne... moi, j'étais totalement d'accord qu'on ouvre la porte pour une entrée en janvier. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait d'habitude au CCNB. On commence en septembre, puis on finit en juin, on recommence la deuxième année, même chose. Mais cette année, due pandémie, manque de visa, et ainsi de suite, je pourrais en nommer d'autres, il y avait plusieurs étudiants, surtout à l'international, qui ne pouvaient pas se rendre, je pense juste au Maroc en septembre, il n'y avait pas de vol, et ainsi de suite, qui venaient au Canada. Et on a une cohorte qui s'en vient en janvier.
Et on n'a pas le personnel pour enseigner ces personnes-là. Donc, on a quoi? On a 2 mois à trouver les personnes. Bon, c'est certain que les charges vont augmenter pour les enseignants qui sont là, parce que je ne voudrais pas voir une personne qui arrive au collège, tu sais, je m'en rappelle, 13 ans passés, je commençais, puis j'avais, je pense, 2 ou 3 cours. C'était le maximum, différents cours. Mais si tu prends ma charge de septembre à juin, je peux enseigner de 10 à 11 différents cours. Donc, pour apporter une valeur ajoutée, avec 13 ans de cours, 13 ans d'expérience plutôt, j'ai développé des stratégies. Et c'est là ce que je m'enligne pour vous dire, ma stratégie a été bien simple. Oui, ça prend du temps. Moi, j'aime ça de faire de la lecture, mais pas dans des romans, mais qui a rapport avec mon emploi. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime ça. Mais la place que j'ai trouvée qui m'a aidé beaucoup, c'est dans les dernières années et même avant, quand j'étais dans le système financier canadien, j'ai créé des liens du réseautage à l'intérieur de la province, à l'intérieur du Canada et même à l'extérieur, en Europe, entre autres. Qu'est-ce que le réseautage m'a donné? C'est des places où je peux aller frapper à une porte, apporter des conférenciers dans ma salle de classe pour apporter une valeur ajoutée aux objectifs que j'aurais pu prendre le manuel puis dire, bon, ces objectifs ici, voici qu'est-ce que le manuel nous apporte. Je sauve toujours des objectifs. Voilà un mois passé, on a fait le tour guidé, la visite guidée de la Cour suprême du Canada dans mon cours de droit. C'était génial comme visite. Les étudiants ont dit, je les ai proposé avant de dire que ça allait être virtuel, qu'on allait aller visiter la Cour suprême, mais on s'entend, on y allait. Je n'avais juste pas dit quel moyen qu'on allait utiliser pour aller visiter, mais c'était excellent. Donc, les stratégies que j'ai venues à développer dans peu de temps, c'est de prendre un petit peu plus de temps au début pour vraiment alléger le temps que j'avais à enseigner dans la salle de classe. Ça a été appris parce qu'on a dû trouver des façons magiques pour non seulement motiver les étudiants, mais pour nous donner un petit peu moins de temps présentiel en classe. Donc, je dirais que ce côté-là, côté embauche, j'ai quand même fait des portes pour janvier. J'ai envoyé les noms au chef de département et c'est des choses de même qui peuvent, disons, faciliter des problématiques ou des défis qu'on a en salle de classe, pour mon expérience à moi. Merci beaucoup, Yvette, pour cette réaction. Je voulais aussi vous amener sur le terrain de vos aspirations et de vos besoins, au-delà des stratégies que vous avez développées vous-même, vous identifiez malgré tout des besoins que peut-être vous n'arrivez pas à combler par vous-même. Donc, Rémi, je commencerai avec vous. Quels sont les moyens dont vous souhaiteriez disposer pour être capable d'améliorer votre façon de remplir vos tâches d'enseignement et de recherche? Merci, Martin. Tout d'abord, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des conférences, des colloques, des journées d'études. Le fait que l'on peut se rassembler pour une journée, pour 2 journées, c'est excellent. Et je pense que je ne suis pas le seul à être le seul dans son institution à étudier une telle thématique ou une telle question. Les institutions de la francophonie canadienne sont pour la plupart petites et chaque institution a son spécialiste, son seul ou sa seule spécialiste de telle ou telle question. Et le fait de pouvoir se rencontrer lors du colloque annuel du réseau de recherche sur la francophonie ou le colloque biannuel du CEFCO à l'Université de Saint-Boniface ou à d'autres événements ponctuels, je vous dirais que c'est essentiel. C'est un genre de carburant pour moi. Ensuite, et là je rêve en couleur, je souhaite une valorisation de la recherche en français par nos collègues anglophones. Je pense que là, le CRSH peut faire un certain travail. Je pense que l'ACFAS peut faire et fait un certain travail. Je pense que depuis quelques années, l'ACFAS fait un certain travail sur cette question-là, valoriser le monde de la recherche en français, valoriser érudits, les ressources d'érudits. Et enfin, j'aimerais que le CRSH crée un fonds francophonie canadienne ou langues officielles. Mon impression, et là je dis CRSH parce que je suis en sciences sociales, mais ça s'applique peut-être aux autres instituts, de subvention. Mon impression, c'est que nos demandes de financement sont
sont mal comprises par les anglophones qui se disent What is Canadian francophonie anyway? Ils ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment ça que c'est différent. Et généralement par les Québécois majoritaires qui ne sont pas toujours interpellés par nos enjeux, par nos problématiques. Des fois, on veut mener des projets de collaboration, des projets de recherche, en collaboration avec des organismes, des gens sur place, faire de la genre de recherche-action. Puis c'est mal compris par nos collègues anglophones et francophones. Je pense qu'ils connaissent mal la vie en français, la recherche en français à l'extérieur du Québec. Merci, Rémi. Nathalie, de votre côté, qu'est-ce que vous espéreriez avoir pour pouvoir poursuivre votre mission? C'est sûr et certain qu'on rêve en couleur, là, on se le dit. Là. Donc, financement de la recherche au collégial. Donc, qu'en Ontario, il y a un programme pour les collèges, puis dans toutes les provinces, dans le fond, parce que si le Québec, ça fait 40 ans qu'il finance les centres affiliés au cégep, il doit bien avoir une raison. Puis, le fédéral essaie de reproduire ce modèle-là, mais ce serait bien que les provinces emboîtent le pas. Plus de financement en innovation sociale, je pense que c'est vrai pour les universités aussi. Le CNFS a un fonds, c'est quand même pas un gros fonds, c'est pas spécifique pour les collèges, donc que le CNFS ait un fonds de recherche spécifique au collège, ça aiderait aussi. Puis, je ne l'ai pas tellement mentionné tout à l'heure, mais la Cité, on recrute des gens qui peuvent venir du Québec pour venir enseigner et tout, mais avec le retour au travail, il va falloir qu'il y ait une présence au collège. Donc, ce ne sera pas possible pour nous d'embaucher quelqu'un qui enseigne à distance de Montréal, par exemple. Alors, ce serait bien qu'il y ait une coordination au niveau des lois du travail, ministère du Travail, pour permettre la mobilité du personnel, parce que dans une pénurie de ressources qualifiées francophones, il va falloir qu'on trouve vraiment des solutions innovatrices pour, si c'est des cours en ligne, par exemple, il n'y a pas de raison que la personne se présente physiquement au collège. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait se pencher. Merci. Yvette, vous avez déjà fait allusion à certains de vos besoins, mais est-ce qu'il y en a que vous voulez ajouter à ce point-ci pour bien remplir vos tâches en enseignement et en recherche? Vous êtes en sourdine, Yvette. Ça va là? Oui, ça va. Désolée. Dans le même contexte que Rémi mentionnait, souvent, moi, je me pose la question comme enseignante, comment apporter la valeur ajoutée dans la salle de classe. Et je me suis dit, oui, on a des formations, on a ci, on a ça, mais quelque chose comme ceci aujourd'hui, là, je suis certaine que je vais avoir mis plus dans mon bagage juste à toucher des petits éléments comme ceci que d'avoir eu une formation sur un gabarit quelconque. Puis ça ne peut pas être pris à la légère. Je trouve qu'on manque des opportunités. Aujourd'hui, j'avais 2 classes après le dîner. Je les ai fait travailler. C'était un cours de finance. Ils peuvent faire les exercices sans moi, mais ça demande du jonglage à gérer le programme. Mais je trouve que ça vaut la peine. Parce qu'à un moment donné, que ce soit une petite chose, puis j'en ai plusieurs de noter, là, ça va me développer d'un sens pour mon perfectionnement à moi quand je vais aller frapper à vos portes. Oui, vous avez été avertis. Ça se peut qu'il y a une porte qui va se faire frapper dessus, mais je pense que le partage et la collaboration, on l'a dit dans nos propos, c'est quelque chose que je trouve qui est terriblement important pour apporter cette valeur ajoutée-là dans la classe. Si je parle à mes étudiants, puis ils savent que je suis en conférence aujourd'hui, puis ils vont me demander, je le sais, comment ça a été la conférence? Ah, voilà, on a les mêmes défis que l'Université de Hearst, on a des gens de Simon Fraser, l'Université de Simon Fraser, qui a les mêmes défis que nous, ainsi de suite. Donc, tu sais, souvent, ils m'ont dit, ben là, c'est plus beau sur le gazon de l'autre, mais ça nous rassure qu'on a tous ces mêmes défis-là. Puis, dans le fond, si on avait temps et argent, comme que Nathalie, tu disais, là, ça serait un monde merveilleux, ça serait, je pourrais aller faire l'innovation pédagogique dans ma salle, le réseautage pour aller chercher, faire le lien entre mon étudiant qui va devenir l'agent
un acteur dans l'économie de notre province, puis les garder dans notre province, mais là, il y a toujours des petites affaires qui est là, les mêmes défis que tout le monde. Merci Yvette. Et on y fait référence dans le document préparatoire à l'atelier d'aujourd'hui, mais le besoin de perfectionnement dans les collèges semble ressortir souvent. C'était aussi dans le document, dans l'étude récemment rendue publique par le RCCFC d'ailleurs. Donc, je vous invite aussi à aller consulter cette étude qui fait référence. Et Sophie, je vous laisse compléter ce petit tour de table sur vos aspirations, vos besoins. Merci, Martin. Bien, à mon sens, les moyens pour surmonter les défis que vivent nos profs et nos chercheurs passent beaucoup par des solutions pour notre établissement. Donc, on a besoin de continuer d'abord à disposer de structures comme la CUFC, le CNFS, pour nous permettre de miser sur les forces d'un ensemble plutôt que sur nos capacités respectives limitées. Un peu dans la même veine, avec l'arrivée des nouveaux acteurs dans l'arène du postsecondaire en français, en Ontario là, en particulier, on souhaiterait voir un leadership et un financement gouvernemental qui favoriserait la création d'un réseau d'universités peut-être un peu semblable au réseau de l'Université du Québec. On pense que c'est en travaillant de près avec des partenaires qui évoluent aussi en contexte francophone minoritaire qu'on va pouvoir pallier aux défis de nos petits établissements, et ça, tant au niveau de l'offre des cours et des programmes qu'au niveau de la recherche. Nos petits établissements en région ou en milieu excentré, comme on se plaît à le dire, ont besoin aussi de moyens pour offrir, tout au moins à l'échelle du système ou du réseau, une gamme enrichie de programmes en forte demande et d'autres programmes innovateurs. Des appuis et des ressources additionnelles sont aussi nécessaires pour qu'on puisse continuer à bonifier ou à parfaire les services dans un contexte où on accueille une clientèle de plus en plus diversifiée, puis où il y a des obstacles qui sont externes à nos établissements, mais qui viennent un peu fragiliser nos structures, comme par exemple, absence de bureaux de service comme Service Canada dans certaines petites communautés, absence de transport public dans les régions, absence de logements abordables. Enfin, on a surtout besoin que la formule de financement de nos établissements demeure souple et reconnaisse que le coût par tête de pipe dans les programmes en français ne peut être comparé à ceux de nos homologues anglophones. Notre population, peu nombreuse, dispersée sur un vaste territoire, nous empêche de profiter des économies d'échelle. Puis ça, c'est vrai qu'on soit à SFU, à l'Université d'Ottawa ou à l'Université de Hearst. On ne peut pas profiter d'économies d'échelle étant donné le bassin restreint de clientèle. Donc, dans un contexte comme celui-là où on reconnaît que nos établissements francophones ou nos composantes francophones méritent d'exister malgré tout, je pense qu'il faut se donner les moyens de financer ces programmes-là, puis peut-être aussi de revoir nos indicateurs de rendement pour qu'on s'intéresse moins à des données absolues en nombre de diplômés, en nombre d'inscriptions, mais qu'on s'intéresse à des données plutôt relatives qui permettent d'évaluer l'impact qu'on a pour les petites communautés de langues officielles en situation minoritaire. Alors, merci, voilà. Merci beaucoup, Sophie. Le temps commence à nous presser. Il nous reste une dernière question. Je vais vous inviter à faire un peu plus rapide pour cette dernière question. En fait, je vous demande à tour de rôle, quel est le principal message que vous voudriez qu'on retienne dans le cadre de notre démarche à partir de votre intervention? Je vais commencer. J'ai perdu le fil, mais je pense qu'on est rendu à Nathalie pour commencer. Je vais faire ça vite, mais j'en ai 3. L'importance de la collaboration, le rôle important des collèges en recherche appliquée et la mobilité du personnel interprovince. Merci beaucoup d'être aussi efficace et rapide. Merci. Yvette, allez-y. De mon côté, je vais vous le lire, ça va être plus vite. Le talent et les compétences des enseignants et enseignantes sont forcément sous-exploités en raison de charges de cours trop élevées. Parmi le corps professoral, il existe plusieurs enseignants-professeurs qui ont des expertises et compétences qui devraient être partagées auprès des pairs ainsi que les étudiants. Mais malheureusement, ça ne se fait pas par manque de temps. Merci beaucoup.
Yvette. Je vais y aller avec Sophie. Oui, merci encore une fois. Quand je porte à la fois mon chapeau de gestionnaire, de professeur, de citoyenne, de membre d'une communauté francophone ou d'employeur local même, je souhaite que notre quête de solution à ces difficultés-là du postsecondaire nous amène à travailler dans une perspective vraiment, mais vraiment systémique qui dépasse le contexte du postsecondaire. L'Université de Hearst a besoin de solutions qui dépassent son propre fonctionnement. L'Université de Hearst a besoin d'évoluer au sein de communautés épanouies. Nos communautés francophones excentrées vivent des défis qui sont préoccupants pour nous et pour d'autres. La population francophone est en décroissance. Notre population est encore très, très, très homogène en comparaison avec celle des plus grands centres, par exemple. Le marché du travail connaît une pénurie criante de main-d'œuvre. On a besoin d'attirer des immigrants. Donc, reconnaissant d'emblée que tous les défis que pose la nécessité de faire travailler ensemble divers ministères et divers paliers de gouvernement, je nous souhaite aux gens du secteur postsecondaire, un peu à la manière des fermiers de l'époque, de monter sur nos silos, puis de fouiner, puis d'essayer de voir ce qui se passe dans la cour du voisin, dans notre secteur, mais dans d'autres secteurs aussi, en immigration, en santé, pour voir s'il n'y a pas déjà possiblement dans ces cours-là des remèdes à nos maux. Donc, je laisse le mot de la fin à mon collègue Jean-Pierre. J'ai des difficultés à ajouter à ce que tu viens de dire. On partage les mêmes objectifs, Sophie. Ça doit être parce qu'on travaille à la même place. Moi, je vais sortir un peu du rang, simplement comme professeur d'enseignement au premier cycle depuis nombre et nombre d'années. On parle souvent de sous-scolarisation des francophones. On déplore le fait qu'on va passer à l'université. Moi, mon expérience, c'est que plus on encourage les gens par des méthodes d'enseignement innovatrices, par l'implication des étudiantes au niveau, je parle du bac, là, Nathalie, on comprend qu'au collège, il y a deux grandes trajectoires. Je parle pour l'université parce que c'est là qu'est mon expérience. Mais dans la mesure du possible, quand on regarde les choses qu'on a faites, axées sur l'expérientiel, sur l'acquisition des compétences plutôt que des savoirs, donner des occasions à nos étudiants de faire des stages, de s'impliquer dans leur communauté, de comprendre leur rôle de citoyen, à mon avis, quand on est au bac, c'est là que les étudiants sont en recherche, sont en phase d'exploration. Et c'est là qu'il faut donner tous nos efforts. Et après ça, le goût va venir de poursuivre et d'aller plus loin, puis de nous doter comme communauté francophone, pan-canadienne, de personnes qui sont capables, à leur tour, contribuer à l'avancement de notre société. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était un beau message aussi. Et je me permets de donner le mot de la fin à Rémi. Merci, Martin. Je vais porter mon chapeau de chercheur surtout pour dire qu'une chose que je souhaite qui résonne de la démarche des États généraux, c'est la relève dans la francophonie canadienne. Ça, c'est une dimension qui m'inquiète beaucoup. Je regarde autour de moi et je vois beaucoup de gens qui sont passés à la retraite, des chercheurs importants, influents, ou qui vont prochainement passer à la retraite et leurs postes n'ont pas toujours été comblés. Et donc, on est moins de joueurs, mais il y a tout autant de questions à traiter, il y a tout autant de problématiques. Et donc, je pense qu'il faut, dans cette démarche-là des États généraux, réfléchir à la prochaine génération, les jeunes qui sont au bac, à la maîtrise, au doc, qui vont éventuellement nous remplacer, qui vont occuper des postes. Je le disais un peu plus tôt, moi, je peux difficilement former un chercheur de la francophonie canadienne dans mon université en anglais, mais est-ce que je peux offrir des cours en distanciel, par exemple? Est-ce que je peux, à des futurs chercheurs, est-ce que je peux participer à une école d'été qui forme la relève dans la recherche en francophonie canadienne? Est-ce que je peux siéger sur un comité de maîtrise de doctorat à l'Université d'Ottawa, dans d'autres institutions de la francophonie? Donc là, j'en suis sur la collaboration, sur la coopération. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça. On peut
peut-être pas faire de choses individuellement dans nos petites institutions, mais je pense que si on est prêt à collaborer avec des gens dans différentes institutions, je pense qu'on va réussir à former la relève, les gens qui vont s'intéresser, qui vont faire de la recherche sur la francophonie canadienne. Merci beaucoup, Rémi, pour cette finale sur la relève et qui fait écho aussi à certains des besoins que les étudiants ont exprimés dans l'atelier d'il y a 3 semaines. Donc, je me permets de vous remercier tous les 5 du temps que vous nous avez consacré ce midi, du moins ce midi à Ottawa, dans vos fuseaux horaires respectifs, pour réfléchir à l'enseignement, la formation et la recherche dans un contexte minoritaire. J'ai l'impression que ça va bien nourrir les réflexions qui vont se poursuivre dans les sous-groupes. Donc, je vous remercie Yvette, Jean-Pierre, Nathalie, Sophie et Rémi pour le temps que vous avez consacré à notre démarche.